Bonjour, bon week-end et excellent mois de juin à tous les fidèles téléspectateurs de Chancela Channel News. Merci de continuer à nous suivre dès partout où vous vous trouvez. Comme promu, comme annoncé précédemment, nous serons avec Madame Michaela Rong, auteure et journaliste, mais aussi une des victimes des attaques de Paul Kagame dans le monde. Son livre qui s'intitule Rwanda assassin sans frontières, enquête sur les régimes de Kagame. Ces livres lui a dévolu des menaces de la part du régime de Paul Kagame. Aujourd'hui, elle fait partie de ceux qui ont témoigné dans l'enquête de Forbidden Stories ou Rwanda Classified. Elle a accepté d'être avec nous sur Chancela Channel News. Je rappelle qu'il y a également un autre livre qui parle de la chute des Mobutu. La version française sera publiée dans les jours qui viennent. D'ailleurs, elle-même, elle va devoir vous annoncer au cours de cette session d'information. Je m'en vais directement pour la prendre avec nous. Je vous prie de suivre attentivement les révélations qui seront faites par cette dame journaliste britannique, auteure sur les questions des Grands Lacs. Je vous prie vraiment de suivre attentivement parce qu'il y a plein d'informations dont nous allons comprendre, plein de choses que nous allons découvrir à travers ces déclarations. Bonjour, Madame Michaela Rong et bienvenue sur Chancela Channel News. Bonjour, Chancela. C'est bien d'être avec vous encore une fois. Voilà, ça fait justement un an, en tout cas un an, un peu plus de 2 semaines. C'était le 6 mai 2023, la première interview quand on vous a reçu ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous les faisons comme ça parce que vous n'êtes pas avec nous au Congo ici. Madame Michaela Rong, nous vous remercions d'avoir accepté de venir témoigner ou de parler davantage de ce dont vous avez été victime de la part du régime de Paul Kagame, parce que vous avez écrit un livre sur la face cachée de ces régimes qui est pris par la plupart de vos pays occidentaux comme un modèle, comme un exemple pour l'Afrique centrale, mais aussi la région de Grands Lacs. Racontez-nous qu'est-ce qui vous est concrètement arrivé avec Paul Kagame ou son régime. Oui, effectivement, ça a commencé même avant la publication de mon livre en anglais. En anglais, le livre s'appelle Do Not Disturb. En français, ça s'appelle Rwanda assassin sans frontières. Et même avant la sortie en 2021, il y a eu des tentatives pour empêcher que je parle comme ça, comme je suis en train de parler avec vous. Et j'ai été la victime d'une déluge d'insultes, surtout sur Twitter, sur X, sur les médias sociaux, sur les sites web qui appartiennent au régime de Kigali. Et on m'accusait de plein de choses. On m'accusait d'être raciste, d'être une espionne, d'être une négationniste du génocide au Rwanda, d'être néocolonialiste, d'avoir pris de l'argent du gouvernement ougandais. Et c'était des insultes et des accusations des représentants du gouvernement rwandais et surtout des comptes anonymes de gens qui soutiennent le gouvernement là-bas. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, chaque fois que j'étais on m'avait demandé de me présenter, faire une présentation, un débat, une conférence. On a essayé d'intimider les organisateurs et les convaincre d'annuler les événements. Et ce qu'on a fait d'ailleurs à Bruxelles une fois, et la même chose s'est passée en Sud-Afrique, et on vient d'essayer de faire cela quand j'étais récemment en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est vraiment une campagne maintenant qui dure 3 ans. Ça dure 3 ans? C'est pas seulement moi, parce que dès qu'il y a quelqu'un, un universitaire, un journaliste, un écrivain qui est un peu critique à l'égard du régime de Kigali, ils osent dire quelque chose qui n'est pas complètement un compliment. Ils rencontrent le même phénomène. Parce que vraiment, c'est un régime, le régime de Kagame n'accepte pas qu'on le critique en public. Et surtout, ils ne veulent pas avoir un débat, une discussion en public non plus.
Mhm. Nous avons suivi dans l'enquête de Forbidden Stories que vous avez prévu d'organiser une conférence à Bruxelles dans un bâtiment ou dans un endroit précis à Bruxelles. Mais en dernière minute, la conférence a été annulée parce que selon vos témoignages là-bas, le propriétaire de l'endroit a reçu également des menaces et vous également avec des comptes fictifs sur Twitter. Je suis allée sur votre compte Twitter et j'ai vu justement que vous avez été victime de plusieurs menaces et des chantages de la part de comptes anonymes rwandais. Comment vous avez vécu le fait que une conférence qui a été prévue en avance soit annulée en dernière minute? Bon, c'est 30 ans que j'écris sur l'Afrique et c'était la première fois que ça s'est passé. Et on m'a dit qu'il y a eu 3 hommes et on pense, on ne sait pas exactement, mais on pense que ce sont des hommes qui ont été probablement envoyés par l'ambassade rwandaise à Bruxelles. Ils se sont présentés au restaurant. Il y a un restaurant là-bas où souvent il y a des débats, Horloge du Sud, au plein milieu de Bruxelles et ils ont menacé le personnel, les gens qui travaillaient là-bas. Ils ont dit, vous allez avoir des problèmes si cette dame fait partie de ce débat. Moi, j'étais choquée. Ce qui m'a choquée, c'est pas le fait qu'il y a eu des menaces, parce que j'attendais ça, j'avais l'habitude à ce moment-là, mais c'était surtout que le propriétaire, il a pris peur et il a annulé l'événement. Parce que moi, je pense que si on a un endroit ou si on mène un institut ou à l'université, peut-être un restaurant comme cela, il faut avoir le courage d'avoir des débats un peu vifs et avoir une discussion ouverte. Et ce monsieur, bon, j'ai une certaine sympathie pour lui, mais il a pris peur. Et c'est pas le métier d'un directeur de prendre peur de cette façon. Toujours dans l'enquête de Forbidden Stories, vous racontez qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas assez de Rwandais comme par exemple les cas en Belgique. Vous avez réussi à situer qui était derrière des menaces que vous avez reçues précisément en Nouvelle-Zélande? En Nouvelle-Zélande, non, parce que ce qu'on fait normalement, ce sont des comptes Twitter, X, ce sont des comptes anonymes surtout. Et moi, dès que je vois un compte anonyme, je comprends tout de suite que c'est pas une vraie personne, c'est pas vraiment un citoyen rwandais qui est offensé, qui est enragé par ce que j'écris. Je vois et je comprends tout de suite que c'est le régime, c'est la police rwandaise, c'est les renseignements rwandais, et tout est organisé. On voit très bien que c'est pas spontané et que c'est pas des vrais citoyens rwandais qui sont en train de réagir à mes propos. Madame Michelaron, vous avez, ça fait plus de 30 ans, presque 30 ans que vous écrivez sur la région des Grands Lacs, l'Ouganda, le Congo, le Rwanda. Vous subissez des menaces depuis quelques années maintenant. Pourquoi avez-vous décidé d'en parler médiatiquement aujourd'hui? Pour moi, j'ai toujours été ouvert là-dessus. Dès que je suis menacée, je le dénonce, j'écris quelque chose là-dessus. Parce que, bon, ça fait 30 ans que j'écris sur l'Afrique. J'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit des livres sur le Kenya, sur le Zaïre, le Congo, sur l'Érythrée. Et souvent, ce que je dis énerve les gouvernements, les régimes. Mais il ne faut pas accepter de me taire. Parce que dès qu'on cède, dès qu'on accepte qu'un tyran fait taire les gens, bon, il faut que j'arrête de travailler comme journaliste. Alors, je pense que c'est très important. Et même, je veux dire, si on utilise ces tactiques contre moi, ça me donne vraiment une envie de parler plus là-dessus, parce que ça m'énerve et je trouve que c'est inacceptable qu'on essaie de faire taire les écrivains, les journalistes, les académiques. C'est pas acceptable. Alors, ça me pousse d'aller plus loin. Justement, votre pays a organisé, même votre Premier ministre Rishi Sunak a insisté ces derniers temps auprès des chambres des Lords pour obtenir l'envoi des demandeurs d'asile britanniques au Rwanda, sachant que vous, en tant que citoyenne britannique, vous êtes
victime des menaces d'un pays qui ne respecte absolument pas le droit de l'homme, d'un pays qui ne respecte pas la vie humaine, parce que vous écrivez sur les rangs là que vous savez de quoi nous parlons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que votre pays, l'Angleterre, continue à soutenir le Rwanda malgré les menaces auxquelles le peuple rwandais, le peuple africain, y compris vous, patriotes britanniques, les menaces auxquelles vous faites face. Ça veut dire que votre gouvernement sous-estime ces menaces-là. Aujourd'hui, vous parlez, vous voulez contredire, vous voulez remettre en cause la décision de votre gouvernement. Où voulez-vous en venir? Bon, c'est intéressant parce que récemment, la situation ici en Angleterre a changé. Ce qu'on voit, c'est on a annoncé une date pour une élection ici au Royaume-Uni et tous les sondages disent que le Parti conservateur vont perdre. Et ils vont perdre d'une façon assez dramatique. Et à partir de juillet 5, le jour après l'élection, mon pays va être dans les mains du Parti travailliste et le Premier ministre va probablement être Keir Starmer. Et Keir Starmer, c'est un monsieur qui a déjà annoncé plusieurs fois en public que dès qu'il arrive au pouvoir, il va annuler cet accord entre l'Angleterre et le Rwanda au niveau des demandeurs d'asile. Alors pour moi, vu ce que disent les sondages, c'est déjà terminé. C'est un projet qui est fini. Et moi, je trouve que c'est vraiment un scandale. J'aimerais bien qu'il y aura une enquête officielle, gouvernementale ici, parce que nous, on a dépensé 310 millions de livres anglais sur ce projet pour les demandeurs, pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Il n'y a pas un seul demandeur d'asile qui est parti sur un avion. Et c'est de l'argent qu'on a donné au gouvernement de Kigali pour rien faire. Alors, c'est un gâchis et c'est un scandale, selon moi. Alors, j'attends avec impatience qu'on va enquêter là-dessus quand il y a un changement de pouvoir ici. Ah, donc, vous nous dites que malgré l'argent qui a déjà été dans les comptes du Rwanda ou transmis au régime des Kagame, aucun demandeur d'asile n'a encore atterri au Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les demandeurs ne vont pas finir par atterrir au Rwanda, c'est juste de l'argent que Rishi Sunak a souhaité donner à Kagame, ou qu'est-ce qui se passe là? Oui, on a déjà donné cet argent au gouvernement au Rwanda parce qu'il fallait préparer l'arrivée de ces demandeurs d'asile, préparer les maisons, les logements et encadrer un peu ces gens qui allaient arriver. Mais il n'y a jamais eu un seul demandeur d'asile qui est arrivé à Kigali. Il y avait des avions qui étaient prévus, on a tous annulé parce qu'après, il y a eu tout un challenge dans les tribunaux anglais ici. Et le gouvernement ici a annoncé qu'il n'y aura pas d'avions qui vont partir avec des demandeurs d'asile avant l'élection qui est prévue maintenant pour juillet 4. Alors, effectivement, c'est un gâchis total d'argent. Et nous, on est en pleine crise ici en Angleterre et je pense que le public va être vraiment très fâché par ce gâchis d'argent au moment où on ne peut pas l'épargner. Ah, ça veut dire que les demandeurs, en tout cas, permettez-nous d'avoir vraiment plus de détails parce que ça nous préoccupe. Nous tous, nous savons que le Rwanda ne respecte pas les droits de l'homme. Déjà, en termes d'étendue territoriale, le Rwanda n'a pas assez de sol pour recevoir ces gens-là et les héberger. Donc, en quelque sorte, il se pourrait que ces gens-là se transforment en groupe armé ou peut-être, je sais pas moi, des gens qui vont atterrir dans la partie est de notre pays. Donc, nous, en tant que Congolais, nous nous sentons également préoccupés par la question, même si nous ne pouvons pas intervenir officiellement. Madame Michaela Wang, vous essayez de nous dire que l'argent est déjà dans les comptes du Rwanda et que parce qu'il y aura des élections dans les jours qui viendront en Angleterre là-bas, la population s'est décidé que les demandeurs d'asile ne soient pas encore envoyés avant les élections. Ce qui veut dire que si les partis travaillistes venaient à remporter les élections, cet accord avec le Rwanda sera annulé. Oui, exact. Keir Starmer, qui va être le Premier ministre probable, l'a annoncé plusieurs fois.
que dès qu'il arrive au pouvoir, il va annuler cet accord. On a aussi la dame qui va probablement être notre ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper. Elle a été interviewée plusieurs fois aux ondes ici et elle a dit la même chose, que dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils vont annuler ce projet. Alors pour moi, c'est déjà fini ce projet. On peut en parler, mais c'est une fantaisie et la fantaisie, maintenant, c'est terminé la fantaisie. Mais pourquoi le Premier ministre Rishi Sunak est autant accroché à la question? Le peuple britannique, on a vu manifester à 2 ou 3 reprises contre cette histoire-là, mais le Premier ministre insiste quand même qu'il ira jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il a gagné pour lui et pour le peuple britannique? Bon, il faut comprendre qu'ici en Europe, c'est pas seulement au Royaume-Uni, il y a beaucoup de gouvernements qui sont conscients que leurs citoyens sont très troublés par l'immigration, par les chiffres, le nombre de demandeurs d'asile qui se présentent. Et ici, on a eu un phénomène avec ces petits bateaux, on les appelle les petits bateaux, qui arrivent de France illégalement et on est obligé après à les héberger. Et vu qu'on a ce gouvernement est de droite, il veut rassurer son public, c'est les gens qui votent pour ce parti, qu'ils sont sérieux, qu'ils prennent au sérieux ce problème de l'immigration. Et ils ne sont pas les seuls. Hein. Il faut dire qu'on voit le même phénomène en Europe, en Allemagne, en Hollande. En Danemark, il y a plusieurs, en Italie, en Hongrie, il y a beaucoup de gouvernements européens qui essayent de se présenter comme étant contre l'immigration. Alors, ça fait partie de sa politique de droite. Madame Michaela Hong, 50 journalistes de 17 médias, 11 pays engagés dans l'enquête de Forbidden Stories, Rwanda Classified. Que souhaitez-vous obtenir? Bon, il faut dire que c'est pas moi qui... moi, j'ai été un consultant sur ce projet de Forbidden Stories. On m'a demandé de temps en temps mon avis, mais c'est pas moi qui a fait les recherches. Mais il faut dire que c'était vraiment une enquête qui tombe dans le secteur qui m'intéresse de plus sur le Rwanda, parce que mon livre Rwanda Assassins sans frontières est vraiment regarde de près la campagne d'assassinat et d'harcèlement et d'intimidation menée par le gouvernement rwandais à travers le monde, pas seulement au Rwanda. Et c'était le sujet de beaucoup des enquêtes de Forbidden Stories. Alors, je pense que cet événement, cette enquête a été déclenchée par la mort suspecte de John Williams Ntwali. Et John Williams Ntwali était un journaliste rwandais qui est mort, on dit qu'il est mort dans un accident sur une moto. Oui, il était sur une moto, il s'est fait heurter on dit, par une voiture, mais il y a beaucoup de questions qui doivent se poser à ce sujet et on sait bien que c'est un monsieur qui était un des derniers journalistes sérieux au Rwanda. C'est quelqu'un qui troublait le gouvernement avec ses enquêtes et il avait reçu beaucoup de menaces de mort. Spécifiquement, on lui disait s'il n'allait pas se taire, il allait voir des conséquences très sévères. Et comme ça, un jour, il est mort dans ce soi-disant accident à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Alors, on trouve que c'est très suspect. Le procès après, l'enquête a été à huis clos. Les journalistes rwandais n'ont pas pu témoigner à cet événement. Forbidden Stories, c'est vraiment le but que dès qu'il y a un journaliste qui meurt dans des circonstances suspectes, comme ce monsieur, John Williams Ntwali, ils essayent de terminer et compléter le travail que le monsieur ou la madame était en train de faire quand ils sont morts. Et il y a eu des autres enquêtes, par exemple, avec la dame
la journaliste qui est morte à Malta, qu'on a mis une bombe au-dessus de sa voiture. Il y a eu toute une enquête à Forbidden Stories. Il y a eu aussi une enquête menée dans la mort d'un journaliste qui est disparu dans le jungle de l'Amazonie récemment. Alors, c'est vraiment ce que Forbidden Stories, c'est leur spécialité. Alors, moi, je trouvais que c'était très bien comme idée parce que je pense parmi les régimes africains, il y a le Rwanda. Vraiment, on voit que les journalistes sont pas sains et saufs dans ce pays. La plupart des journalistes sérieux, ils ont dû quitter le pays, ils sont en exil. Moi, je connais j'ai plusieurs amis journalistes rwandais qui habitent à l'étranger maintenant. Ils sont toujours menacés. C'est impossible pour eux de faire leur travail. Alors, je trouvais que c'était une enquête très importante et j'étais très content pour, si je pouvais aider un peu de temps en temps avec un conseil, je l'ai fait. Madame Michelaron, maintenant, je pose la question en tant que journaliste. Nous savons que vous avez juste témoigné et que vous n'êtes pas active dans les recensements des données au niveau de Forbidden Stories. Aujourd'hui, nous avons vu ces enquêtes être publiées sur France 24, sur vos médias, je crois, des Guardian. Il y a également Deutsche Welle, il y a RTBF. Je dirais la plupart des médias des pays membres de l'Union européenne, pas vous parce que vous avez exit il y a quelques années en arrière. Ces mêmes médias ont été utilisés pour essayer de laver l'image de Paul Kagame et d'en faire un leader irréprochable avec le soutien des pays qui sont derrière Kagame, notamment votre pays, la Grande-Bretagne. Malgré toutes les fois où le Congo a essayé d'en parler, malgré toutes les fois où les experts de l'ONU ont expliqué qu'il y avait des militaires, par exemple les Rwandais, qui tuaient des civils congolais dans la partie est du pays, vos pays n'ont jamais été contre Kagame ou n'ont jamais pris un langage sérieux face à Paul Kagame. Et vos médias aussi, vous venez de le dire à l'introduction ici, que tout celui qui essayait de parler de Kagame est indexé du doigt, est taxé d'anti-génocide, des mots difficiles et durs à pouvoir absorber. Aujourd'hui, ces mêmes médias qui ont façonné cette image ironique de Paul Kagame décident d'en parler. Est-ce que nous pouvons espérer au dénouement de la situation, peut-être que l'Occident puisse finalement ouvrir les yeux sur la face cachée de Kagame depuis presque 30 ans aujourd'hui et essayer d'y mettre fin? Oui, bon, je pense qu'il faut faire une différence quand même, hein, parce que il y a certains journaux qui soutiennent et ils sont assez ouverts, qui soutiennent le régime de Kagame et ils publient presque jamais des critiques à son égard. Moi, je les connais tous, hein, mais il y a des autres journaux qui ont publié des témoignages très critiques. Et par exemple, vous avez fait mention du Guardian et du New York Times. Et moi, je suggère que les gens vont regarder un peu sur le site web pour voir que ça fait des années qu'ils ont publié des analyses et des reportages critiques à l'égard du Rwanda. Alors, je pense qu'il ne faut pas présenter ça comme un front commun. Il faut dire que oui, il y a eu beaucoup de journaux, de magazines, de radios et de télévision qui ont présenté une image très positive et sans beaucoup de subtilité sur le Rwanda. Mais il y a toujours eu des publications qui n'ont pas joué ce jeu. Alors moi, je pense que avec la passée du temps, l'image de Rwanda est en train de changer un peu. Parce qu'on voit de plus en plus du matériel, de témoignages. On voit que les effets que son régime porte surtout sur le Congo de l'Est, avec tous les déplacés concrets, avec les morts, avec la violence qui continue. Et je pense on peut plus cacher la vérité. Et moi, et aussi, je pense que c'est très difficile de cacher la vérité de ce que Kagame fait chez lui, parce que Human Rights Watch, il suffit de lire leur reportage sur le fait que
les journalistes sont menacés au Rwanda, ils sont tous en prison maintenant. Les YouTubers, les journalistes, citizen journalists, ils sont tous en prison. Et que l'opposition ne réussit pas même à se présenter pour les élections. Victoire Ingabire, on lui a défendu de se présenter pour les élections. Alors, je pense que quand même, il y a certaines révélations et on les voit, on lit ça à l'étranger. Mais oui, je pense qu'il y a lentement un changement, disons, de l'opinion généralisée des pays occidentaux, des gouvernements occidentaux, que lentement, je pense que c'est en train de se changer. Et pour moi, je pense que l'effet, l'impact du régime de Kigali sur les Grands Lacs, sur la région, est tellement grand que c'est très important d'avoir un débat plus honnête, plus ouvert et vraiment parler sur le détail. Et ce qu'on n'a pas eu le tendance à faire, parce qu'on a toujours l'habitude dans l'Occident à se dire « Ah, Kagame, c'est le monsieur qui a arrêté le génocide et il a reconstruit son pays. » Et c'est tout. C'est le petit cachet, on dit toujours ça sur ce monsieur. Bon, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a des éléments qui sont beaucoup plus sinistres. Et l'effet que ce monsieur a eu sur la région, il faut vraiment que les pays occidentaux, les gouvernements ici en Occident, ils commencent à vraiment faire le bilan sérieux. Madame Michaela Rong, cette question n'était pas prévue, mais on va l'improviser si vous permettez. Le gouvernement rwandais a réagi par rapport à cette enquête. Selon la porte-parole du gouvernement, c'est des méthodes et des pouvoirs qui visent à pouvoir déstabiliser les processus électoraux en cours au Rwanda à 6 semaines des élections et que ce sont juste des journalistes qui se font payer et manipuler pour salir l'image de Paul Kagame. Quelle est votre réaction à ça? C'est la propagande classique. En plus, je trouve que c'est très, très rigolo. Alors, on sait bien que les dernières élections, Kagame a gagné 98%, presque 99% de vote, soi-disant. Alors, on a vu que c'était une élection truquée parce qu'il n'y a personne qui a des voix de ce niveau. Alors, je trouve que c'est ridicule d'accuser les médias à l'étranger de menacer une élection quand on sait que le résultat est déjà prévu. Et il n'y a pas de doute sur le fait que Kagame va gagner cette élection. Il n'y a jamais eu de doute dans le passé. Il n'y aura pas de doute en juillet non plus. Alors, je trouve que c'est ridicule comme argument. Et il n'y a pas de complot. Comme j'ai dit, je peux vous citer tous les autres cas de journalistes qui sont morts dans des circonstances suspectes à l'étranger où on a lancé une enquête de Forbidden Stories. Rwanda n'est pas le seul pays qui a vu ça. Et je pense qu'il faudrait plutôt qu'ils prennent la leçon pour eux, pour Kigali, c'est qu'il faudrait protéger leurs journalistes. Et il faut leur traiter beaucoup mieux parce que pourquoi ça se fait que tous les journalistes fuient le pays, tous les journalistes sérieux, ou ils fuient le pays ou ils se trouvent en prison. Alors, ça serait bien si le gouvernement de Kigali prend la décision de protéger et respecter son propre média au lieu de lancer des accusations contre Forbidden Stories. Dernière petite question, Madame Michaela Rong, en un seul mot, comment vous pouvez définir Paul Kagame et son régime? Bon, je ne peux pas utiliser un seul mot, mais je pense que c'est un État policier qui a maintenant une politique, depuis longtemps, une politique d'intervention militaire à l'étranger. Pour moi, c'est la définition du régime. Si vous pouvez vous adresser à votre pays, parce que votre pays fait partie des fervents soutiens au régime de Paul Kagame, en anglais, pour dire ce que vous avez expérimenté, en tout cas quelques secondes si vous voulez, ce que vous avez expérimenté durant les enquêtes que vous effectuez sur le Rwanda, sur la région des Grands Lacs,
des menaces que vous avez subies ou le fait que votre conférence soit annulée à Bruxelles en dernière minute. Comment vous pouvez orienter ces messages-là en anglais pour votre Premier ministre? En anglais, je dirais look at Rwanda's track record on transnational repression and draw the conclusions. C'est-à-dire, il faut regarder ce que Rwanda fait au niveau de sa campagne extraterritoriale à l'étranger, de menaces, d'assassinats et d'harcèlement et intimidation et prendre les conclusions, tirer les conclusions. Merci, Madame Michaela Rong, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous attendrons, en tout cas, on vous donne le mot, on a failli oublier, votre ouvrage qui sera en version anglaise. Vous pouvez nous donner quelques éléments supplémentaires? Oui, ça s'appelle La chute du léopard. Mon premier livre était effectivement un livre sur l'ascension et après la chute de Mobutu Sese Seko, parce que j'habitais à Kinshasa pendant une année dans l'hôtel intercontinental. Et alors, j'avais vu le régime Mobutu et je trouve que vraiment, il a laissé une trace tellement profonde sur la région, sur le Congo. Et alors, mon livre, ça fait plus de 20 ans maintenant que ça se vend très bien. Et on a décidé de le ressortir en français avec une nouvelle préface, une introduction écrite par moi-même et avec des updates parce que je trouve qu'il est toujours de l'actualité. Mobutu a vraiment façonné le pays. Les problèmes que le Congo rencontre actuellement à l'Est, c'est un peu, c'est Mobutu qui était un peu derrière ça parce que c'était un monsieur qui jouait le jeu de diviser pour mieux régner. Et ça a un impact sur l'armée, l'intégrité de l'armée congolaise. Et alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans ce livre qui restent toujours actuels. Et c'est pour cela qu'on va sortir le bouquin en français pour la première fois. Donc, après avoir écrit pour Mobutu, Mobutu a joué un rôle divisé pour mieux régner, certainement au profit de vos pays occidentaux. Vous écrirez prochainement sur Rishi Sunak et malgré la contestation du peuple britannique, il tient quand même à envoyer des êtres humains qui, pour lui, n'ont aucune considération au Rwanda. Nous espérons que vous écrirez un livre dans ce genre. Oui, il faut dire que moi, j'ai passé la plupart de ma carrière à écrire sur les pays étrangers. Il y a beaucoup de journalistes ici qui vont écrire au sujet de Rishi Sunak, je pense. Hein. Alors, je les laisse ce travail. Ce n'est pas mon travail. Merci beaucoup et nous savons que vous vous rendez au Canada dans les jours qui viendront pour toujours parler de la situation. On suivra de près et on restera en contact probablement pour relayer les conclusions des conférences que vous allez devoir animer au Canada. Merci et excellent week-end à vous. Merci Chancela. Merci, je vous en prie. Voilà, très chers compatriotes, c'était prévu de recevoir Madame Michaela Rong, qui est journaliste mais aussi écrivain. Je vous ai présenté son livre. Il est sur Amazon, les livres là, si vous voulez les lire. Allez sur Amazon, vous allez pouvoir l'acheter. C'est moins de 50 €. Donc, allez là-bas et puis acheter, allez lire. Parce que ces livres relatent, en tout cas comme plusieurs ouvrages sur la question des régions des Grands Lacs, ces livres relatent les méthodes diaboliques de Paul Kagame, des méthodes sataniques, des méthodes sanguinaires de l'Hitler africain, et même aussi le fait que malgré toutes les révélations, les pays occidentaux continuent de l'accepter et de les dompter auprès d'eux avec des soutiens en termes d'aide humanitaire, etc. Donc, allez prendre les livres, allez les lire. Et quand la version de Mobutu la version française sera publiée, et je reviendrai vers vous pour vous en parler davantage. Nalo banalinga la boyo kini na bwa keli mbwa pia na suka wana koko makambo ya bakongo bazokuma na mbangu o Mobutu asali boyo bomo ya bango bakuma mkodi omoni kamnenge ezali so bayoki makambo ya Afrique wana bamisi manzaka nyonso wana ntina suka so komi ya bango moko oyo te bato mosusu nde bakoma te ye mpe akoma ye mpe akoma
Voilà, merci d'avoir été là, peuple congolais. Ça, c'était une interview exclusive. On va revenir maintenant dans 15 minutes pour parler des nouvelles nominations au niveau des services des renseignements et sécurité. Ces nominations ont eu lieu hier dans la soirée à Kinshasa, ordonnance Etangama na RTNC. Les titres du livre, c'est Rwanda, assassin sans frontières. Enquête sur les régimes des Kagame. Donc, c'est ça. Rwanda, assassin sans frontières. Allez sur Amazon et vous allez acheter les livres là-bas. Mais bon, bref, on va revenir pour parler des nouvelles nominations, comme je l'ai dit, des nominations qui tombent après une semaine ou peut-être 10 jours après l'attaque du Palais de la Nation par des assaillants qui ont été dirigés par Christian Malanga, lui qui a été neutralisé sur le champ. On va revenir avec des informations par rapport à l'enquête Ningzali pour se poursuivre à niveau général. Du coup, il y a confier les responsabilités. Il y a ça information. Merci d'avoir été nombreux et merci de vos commentaires participatif. Merci de votre soutien et surtout merci d'avoir tenu le coup à nos côtés au cours du mois de mai. Nous vous souhaitons excellent mois de juin et rendez grâce à Dieu pour sa grâce sur vous et son souffle de vivre. Retrouvons-nous dans 15 minutes pour continuer avec les informations du pays. Merci.